Et c'est tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, c'est enfin cette vidéo sur les fameuses reviews et benchmarks dont je vous avais parlé fin juillet, début août. Enfin la vidéo numéro 1. Alors oui, là il manque une table, c'est parce que cette table est ailleurs pour quelque chose. Pas grave, je vais pouvoir faire ça, ce n'est pas le souci. Aujourd'hui, première vidéo de cette série Benchmark. Alors cette vidéo a mis un moment à sortir. Certains vont se dire, ok donc attends, par rapport à quand tu as fait ta vidéo où tu as nous expliqué ce que tu faisais, et là où sort celle-là, ça fait quoi, 1 mois et demi à peu près? Donc ça veut dire qu'il va te falloir 1 mois et demi à chaque fois? Alors non. Non pour deux trucs. De un, non, il m'a pas fallu 1 mois et demi, il m'a fallu 2 mois et demi pour faire cette vidéo parce que je l'avais commencé bien avant de faire la vidéo où je vous expliquais le concept. Et deuxièmement, non, il me refera pas 1 mois et demi, 2 mois et demi pour faire ce genre de vidéo, tout simplement parce qu'en fait, celle-là, ça a été la plus compliquée à faire pour plusieurs raisons. Premièrement, j'ai testé parmi les processeurs les plus lent que je vais tester. Deuxièmement, vu que c'est le tout début, je devais en fait me faire la méthodologie, c'est-à-dire que je devais trouver qu'est-ce que j'allais benchmark, comment j'avais le benchmark, est-ce que les résultats sont intéressants. Donc ce qui veut dire que je devais faire en fait tous les tableaux Excel, préparer tout ce qu'il fallait, c'est pour ça que ça a pris du temps. Là, vu que j'ai fini de faire les benchmarks pour les 3 processeurs AMD, j'ai fini ça je dirais mardi ou mercredi, là je tourne ça, on est samedi. Disons que jeudi soir j'ai préparé le PC Intel, donc là on est samedi midi, j'ai fini je dirais peut-être les 3/4 des tests synthétiques que je dois faire dessus, donc il me restera après du coup 1/4 des tests synthétiques plus les tests de jeu, alors que ça fait que quelques jours seulement. Alors oui, c'est que un processeur sur 3, mais quand même déjà ça va beaucoup plus vite quand on sait ce qu'on doit faire. Et enfin, troisième point, est-ce que je vous ai mentionné le fait que j'ai testé parmi les processeurs les plus lents que j'allais jamais tester? Non, parce que les processeurs single core, va falloir qu'on en parle un petit moment parce que c'était vraiment affreux. Bref, sans plus attendre, commençons la vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais discuter de 3 processeurs en particulier, donc voici les 3 dans ma main, et oui, je risque de les faire tomber. Donc nous avons un Sempron 3600+, nous avons ici en haut un Athlon 64 3800+, et nous avons en bas un Athlon 64 X2 5000+, de la génération Windsor, je précise parce que des 5000+, il y en a eu plusieurs. Ah oui aussi, autre petit truc que j'ai oublié de vous préciser, la durée de ces vidéos peut être extrêmement variable. Mais quand j'ai extrêmement variable, c'est-à-dire que celle-là, je sais qu'elle va être longue, ok, ça y a pas de doute là-dessus. On va dire que si à la fin du montage, la vidéo fait 45 minutes, ça ne m'étonnerait même pas. Vous savez combien de temps elle fait, moi je le sais pas encore. Alors pourquoi les vidéos sont vraiment longues? En fait, je cherche pas à faire la vidéo le plus vite possible, je cherche juste à essayer de faire quelque chose d'un peu complet, donner mon avis, parce que oui, au début je pensais pas que ça allait m'arriver, mais effectivement, après avoir testé 3 processeurs, j'ai des choses à dire sur ces 3 processeurs. Mais voilà, mon but c'est pas de faire des vidéos courtes, mais c'est de faire des vidéos complètes, donc c'est pour ça que la durée des vidéos va être extrêmement longue pour certaines et d'autres qui vont être beaucoup plus courts. Je sais que la deuxième vidéo d'AMD, donc sur les processeurs, va être beaucoup plus courte parce qu'il n'y aura qu'un seul processeur à tester de la même génération. Donc je sais que celle-là, si elle fait 10 minutes, ça ne m'étonnerait même pas. Celle-là, je sais qu'elle va être très longue. Voilà, donc vous vous étonnez pas. Skippez au moment qui vous intéresse. Normalement, je vous ai quand même mis les chapitres dans la description. Il devrait y en avoir beaucoup quand même des chapitres. Mais je vous les mets dans la description quand même. Dans la description et dans la barre de lecture YouTube. Alors, tout d'abord, avant de parler des processeurs, on va d'abord parler de l'architecture des processeurs. Alors, on va y parler de manière un peu brève quand même, je vais pas non plus rentrer dans les ultra détails de chaque architecture, mais je vais quand même mentionner l'architecture. Alors, ces 3 processeurs, donc le Sempron, l'Athlon 64 et l'Athlon 64 X2, sont des processeurs sortis le 26 mai 2006, ou 23 mai 2006, je ne sais plus, je vous mettrai en texte à l'écran la vraie date, sur le tout nouveau socket AM2. C'est-à-dire qu'avant, AMD avait le socket 939, et là, AMD est passé sur le socket AM2. Alors, le socket 939, c'est parce qu'il avait 939 pins. Le socket AM2, il a 940 pins. Oui, alors ils sont arrangés différemment, mais il y a un pin en plus seulement. Et ces processeurs sont sous l'architecture principale, l'architecture K8. Donc c'est comme ça qu'AMD nommait ces architectures à l'époque. Donc avant il y avait la K6, K7 et là du coup on est sur la K8. Quelles sont les nouveautés importantes de l'architecture K8? Tout d'abord le support du 64 bits. Car oui, les processeurs AMD sortis avant cette architecture-là, donc l'architecture K7 est plus vieux, c'était que des processeurs 32 bits. Et quand l'architecture K8 est sortie, l'architecture K8 est sortie en 2005, donc c'est-à-dire que ces processeurs-là ne sont pas les premiers en K8. AMD les avait déjà sortis avant sur le socket 939, et là c'est juste en fait qu'ils les ont ressortis des versions un chouïa plus améliorées
sur le socket AM2. Mais l'architecture K8 ne date pas de 2006, elle date de 2005. Du coup, ces processeurs-là ont apporté le 64 bits, ce qui est vraiment top, parce que du coup, au moins, je peux juste installer un Windows 64 bits et pas me faire chier à essayer de trouver une version 32 bits et à me battre avec les programmes pour faire fonctionner en 32 bits. Non, l'avantage c'est que je peux juste lancer des programmes 64 bits comme n'importe quel PC d'aujourd'hui. Et ça vraiment c'est top. Le support du 64 bits permet également d'utiliser plus de 4 Go de RAM parce que en 32 bits, un système d'exploitation est limité à 4 Go de RAM, même un petit peu moins je crois par rapport à comment c'est calculé. Alors qu'avec le 64 bits, la limite est tellement gigantesque qu'on n'en voit pas le bout même avec des serveurs d'aujourd'hui. Et c'était plutôt, alors c'est plutôt cool de pouvoir supporter plus de 4 Go de RAM parce que vous vous dites, putain, un PC avec 4 Go c'est pas beaucoup. Donc là, avoir plus de 4 Go, vous dites, ah c'est bien, ça débloque des trucs. Sur cette carte mère AMD, donc c'est une MSI K9A2 Platinum V2, ainsi qu'avec ces trois processeurs là, je ne peux pas mettre plus de 4 Go de RAM. J'avais acheté 4 barrettes de 2 Go, donc pour en tout faire 8 Go de RAM. Et en fait, peu importe que je teste les trois processeurs, les trois en fait bloquent à 2 barrettes max. Alors 2 barrettes en dual channel, c'est déjà ça, mais je ne peux pas mettre plus de 4 Go de RAM. J'ai un autre processeur AM2, je précise bien AM2, pas AM2+, AM2 sorti quelques mois après, qui lui par contre supporte les 8 Go de RAM. Voilà, mais le problème c'est qu'avec ces avec ces trois processeurs là que j'ai testé, j'ai pas pu mettre plus de 4 Go de RAM. Donc oui, 64 bits plus de 4 Go, c'est bien. Avec ces processeurs, on n'en bénéficiera pas malheureusement. Aussi, autre nouveauté du socket AM2 cette fois-ci, c'est le lien Hypertransport 2.0. Alors le lien Hypertransport 2.0, c'est juste un nom un peu particulier pour juste parler en fait de l'interconnexion qu'il y a entre le processeur et le chipset. Et ce lien Hypertransport 2.0 a des débits plus grands que la version qu'ils avaient avant, ce qui permet en fait une meilleure communication avec la carte graphique principalement. En fait, c'est pour améliorer la vitesse qu'il y a entre le processeur et les chipsets. Donc ça bénéficie tout ce qui est en contact avec le chipset, mais de par la vitesse des composants de l'époque, je parle par exemple de la norme SATA, norme IDE, tout ce que vous voulez, on va dire que ça avait peu d'importance pour les petits composants, mais ça avait surtout un bon gain avec les cartes graphiques. Ce qui notamment a permis l'intégration des ports PCI Express 2.0, car oui, cette carte mère et ces processeurs-là supportent les PCI Express 2.0. Mais on verra un peu plus tard quand je discuterai des processeurs que le lien Hypertransport 2.0 ne va pas à la même vitesse selon les processeurs. Aussi, autre énorme nouveauté, et ça pour le coup c'est vraiment quelque chose de top, c'est l'intégration du contrôleur mémoire, donc le contrôleur de la RAM, dans le processeur, et non pas dans le chipset. Alors, ça peut paraître de rien dit comme ça, mais en fait ça permet juste d'augmenter la bande passante qu'il y a entre le processeur et la RAM, mais aussi de diminuer la latence. Alors, sur le papier c'est bien, dans les faits, la DDR2 est tellement lente comme mémoire que en fait en termes de bande passante pure on verra pas de différence. Il faudra au moins attendre plus tard l'arrivée de la DDR3 pour constater une vraie évolution de la bande passante avec le contrôleur mémoire intégré au chipset. Par contre en termes de latence, là pour le coup il y a un vrai gain. J'ai commencé quelques tests sur un PC Intel du coup. La DDR2 avait une latence d'un peu plus de 100 nanosecondes alors qu'avec AMD on était autour des 60-70 nanosecondes. Donc en termes de latence du moins ça donne un énorme avantage. Et enfin, la dernière nouveauté de cette architecture K8, la nouveauté la plus importante, notamment pour les benchmarks, mais aussi pour ma propre santé mentale, c'est l'intégration du multicœur. Et alors ça, comment vous expliquer? Au début, quand j'allais commencer cette série de vidéos, je me suis dit, ok, cette série, j'ai vraiment envie de la faire, ça va être super intéressant, il va y avoir plein de trucs à tester. Il y aura des trucs qui vont être plus compliqués, plus longs à faire, plus durs à faire, mais je pourrais passer outre. J'avais pas réalisé, en fait, à quel point tester des processeurs single core vieux, ça allait être douloureux. Donc je peux vous garantir que le multicore est de loin la nouveauté la plus importante qu'on ait jamais faite sur un PC. Ça et le SSD, voilà, c'est les deux trucs les plus importants. Bien, maintenant qu'on a discuté de l'architecture K8 ainsi que le nouveau socket AM2, un peu brièvement, on va maintenant rentrer dans les détails des 3 CPU que j'ai testés. Alors pour rappel, ces 3 processeurs que j'ai testés, c'est les 3 meilleurs de leur gamme en fait. C'est-à-dire que le Sempron 3600, c'est le Sempron le plus rapide, sorti ce jour-là. L'Athlon 64 3800+, c'est l'Athlon 64 le plus puissant sorti ce jour-là. Et l'Athlon 64 X2 5000+, c'est l'Athlon 64 X2 le plus rapide sorti ce jour-là.
Pourquoi j'ai pris ces 3 processeurs? Parce que je me dis, si je prends les 3 meilleurs de chaque gamme, bah, en fait, je peux voir qu'est-ce que ça donne, les meilleures performances de chaque gamme. Et me dire, ok, voici le meilleur que ça va offrir. Du coup, qu'est-ce que donneraient les autres? Bah, les autres, il faut juste en fait compter la fréquence qu'ils ont en moins et du coup estimer la puissance qu'ils ont en moins. Voilà, mais en testant ces 3-là, au moins ça donne le meilleur possible de chaque truc. Et ainsi, ça me facilite les benchmarks et ça m'évite de tester 20 processeurs. Alors tout d'abord, on va commencer par le moins puissant de tous, le Sempron 3600+. Il s'agit d'un processeur AMD single core, donc il n'a qu'un seul cœur, cadencé à 2 GHz, oui c'est pas beaucoup, avec l'architecture K8, normal, mais avec la sous-architecture qui se nomme Manila. Il est gravé en 90 nanomètres. Alors oui, je vous laisse vous poser 2 secondes. Aujourd'hui, il y a genre les plus grands constructeurs de puces au monde qui se battent pour avoir accès aux 2 et 3 nanomètres. D'ailleurs, le 3 nanomètres, je crois, va rentrer en production l'an prochain. Là, on parle d'un processeur gravé en 90 nanomètres. Ouais. Il dispose d'un die de 103 mm² et avec 81 millions de transistors. Ce qui nous donne, si on fait un calcul un peu rapide, environ 786 000 transistors par millimètre carré. En vrai, c'est quand même beaucoup quand on y réfléchit. En termes de cache, il est équipé de 128 kilo-octets de cache L1 et 256 kilo-octets de cache L2. Et il est annoncé à un TDP de 62 watts. On le verra après avec les tests de consommation. Les TDP pour les 3 processeurs sont pas forcément vrais, hein, clairement. Et il était sorti à un prix de 123 $. Ouais, en 2006, pour 123 $, on avait un single core à 2 GHz. Aujourd'hui, pour 123 $, on peut avoir un i3 12100 ou 12100F, 4 cœurs, 8 threads cadencés à presque 4 GHz. Ah bah les temps ont changé, c'est sûr. Hein. Concernant les features de ce CPU, alors comme je l'ai dit un peu plus tôt, il est équipé de PCI Express 2.0. Ce qui en vrai m'a vraiment étonné. Au début je pensais que c'était que du 1.0 vu que le Sempron c'est quand même le processeur le plus nul, mais non, il est bien équipé de PCI Express 2.0. Concernant le lien hypertransport, je vous l'avais dit, ça permettait d'augmenter la bande passante entre le processeur et principalement le chipset, donc la carte graphique. Sur ce Sempron, il est cadencé à 800 MHz. On verra que pour les autres processeurs c'est pas la même fréquence. Concernant ces jeux d'instructions, alors petit point vite fait, qu'est-ce que c'est qu'un jeu d'instructions? Un jeu d'instructions, c'est, on va dire, en fait, faut imaginer ça comme un programme qui permettrait de faire certains calculs. C'est pas tout à fait un programme, mais c'est un peu pour vous imaginer la chose. Donc, si votre processeur possède plein de jeux d'instructions différents, il pourra traiter plein d'informations différentes et du coup, peut-être dans certains cas, gagner des performances. Pour ce Sempron, il possède le MMX, le SSE1, le SSE2, le SSE3, l'AMD64, c'est le nom propriétaire d'AMD pour dire qu'il supporte le 64 bits, et le 3D Now. Alors le 3D Now, c'est pareil, un jeu d'instructions spécifique à AMD qui était censé quand même améliorer grandement les performances du processeur sur certaines tâches, mais ça n'a jamais vraiment trop pris et ils l'ont arrêté en 2010. Enfin, il reste quelques bouts du 3D Now dans les processeurs d'aujourd'hui, mais pas le gros du code. Donc voilà, donc c'est pour ça que vous ne le voyez pas sur les processeurs d'aujourd'hui, c'est parce que ça n'existe plus, tout simplement. Ah oui, et aussi, ce processeur supporte de la DDR2 à 800 MHz en dual channel. Voilà, donc ça conclut sur le Sempron 3600+. Maintenant, passons à l'Athlon 64 3800+. Alors, c'est tout comme le Sempron, mais à quelques différences. Tout d'abord, c'est toujours l'architecture K8, mais avec la sous-architecture avec le nom de code Orléans. Il s'agit toujours d'un monocœur, mais cadencé à 2,4 GHz. Il est toujours gravé en 90 nanomètres, son die monte jusqu'à 183 mm² et son nombre de transistors passe à 154 millions. Ce qui fait que ce Sempron 64, même s'il est toujours monocœur, comme le Sempron, il a quand même 90% de transistors en plus. Et on verra que dans les benchmarks, ça a un intérêt. Ce qui nous donne un calcul un peu approximatif de 841 000 transistors par millimètre carré. Donc là aussi, on a plus de transistors par millimètre carré que le Sempron, donc c'est plus dense. Cette augmentation de densité pourrait se traduire peut-être par 2 trucs. Premièrement, une amélioration de l'architecture, c'est-à-dire que même sur une chose sur des 90 nanomètres, le fait que l'architecture soit agencée différemment peut permettre le fait d'avoir plus de transistors dans un même espace. Ou alors, deuxième hypothèse, du fait que la puce est plus grande, la part prise par les transistors est plus grande que la part prise par le reste, donc c'est-à-dire le cache, les contrôleurs et tout. Donc c'est pour ça en fait que ça fait monter le taux de transistors par millimètre carré parce que la place relative qu'ils prennent est plus grande. Et en parlant de cache, ce processeur possède 128 kilo-octets de cache L1, mais il passe à 512 kilo-octets de cache L2, donc x2 par rapport au Sempron, ce qui est pas trop mal.
Et enfin, son TDP est toujours annoncé à 62 watts. Maintenant, concernant ses features, il est toujours équipé du PCI Express 2.0, il supporte toujours la DDR2 à 800 MHz. Par contre, son lien hypertransport, donc on en a parlé juste avant, passe de 800 MHz à 1 GHz. Ce qui fait quand même une augmentation de 25% de la bande passante, ce qui est pas mal. Et concernant ses jeux d'instruction, il supporte exactement les mêmes que le Sempron, à la différence près que c'est que l'Athlon 64 supporte la virtualisation de manière matérielle. Et tout ça pour un prix de 290 $. Ouais, c'est pas une blague. Et enfin, l'Athlon 64 X2 5000+. Alors celui-là, c'est tout pareil que l'Athlon 64, il est toujours sur l'architecture K8, mais le nom de code de sa sous-architecture c'est Windsor, et attention c'est extrêmement important, parce qu'il y a eu un deuxième Athlon 64 5000+, qui est sorti plus tard, mais avec le nom de code Brisbane. Et en fait, lui, le Brisbane, on le retrouve beaucoup plus en vente en occasion, parce qu'il est sorti plus tard et à moins cher, alors que le Windsor est beaucoup plus rare, parce que c'était le premier, le plus cher on y viendra juste après. C'est du coup un processeur dual cœur, donc là on multiplie par 2 le nombre de cœurs et mon dieu quel bonheur. Il est à 2.6 GHz, donc ça nous fait quand même 30% d'augmentation par rapport au Sempron et 8% d'augmentation par rapport à l'Athlon 64. Par contre, quelque chose de très intéressant avec ce processeur, bien qu'il soit gravé en 90 nanomètres et qu'il ait 2 fois plus de cœurs, la taille de son die passe à 220 mm², donc à peine plus grand que l'Athlon 64, mais le nombre de transistors ne change pas. C'est-à-dire apparemment il a toujours 154 millions de transistors. Alors ce qui veut dire que le nombre de transistors par millimètre carré descend à 700 000 transistors par millimètre carré. Et je vous avoue que je comprends pas très bien ça. Alors soit c'est la valeur sur les sites que j'ai pu trouver qui est pas vraie, c'est-à-dire qu'il a peut-être plus de transistors que ça, mais c'est vrai que ça m'a vraiment intrigué quand j'ai vu ça. Et pour le cache, alors là c'est très important, le processeur possède 128 kilo-octets de cache L1 et 512 kilo-octets de cache L2, donc comme l'Athlon 64, mais il possède cette quantité de cache par cœur, ce qui fait qu'au total il en a plus, c'est-à-dire qu'au total il a 256 kilo-octets de cache L1 et 1 méga de cache L2, mais vu qu'en fait c'est réparti sur 2 cœurs différents, dans les faits il a 128 kilo-octets par cœur de cache L1 et 512 kilo-octets par cœur de cache L2. Et concernant les features et les jeux d'instruction, c'est exactement les mêmes que l'Athlon 64, tout pareil. Même fréquence de RAM, même fréquence de ligne hypertransport, même jeu d'instruction, aucune différence. Pour un prix de lancement, et là je rappelle c'était le processeur sur la plateforme AM2 le plus puissant sorti en mai 2006, il était vendu à un prix de 696 $. Ouais, c'est un processeur haut de gamme, il n'y a pas de doute là-dessus. Ce qui fait que techniquement, si on prend juste les prix de lancement, c'est le processeur le plus cher que j'ai en ma possession. Ouais. Mais on verra après, surtout dans la vidéo Intel, que ce prix de 696 $, il va vite redescendre parce que Intel va arriver et va péter les genoux d'AMD à pas cher. Donc voilà. Bien, maintenant qu'on a parlé des 3 processeurs en détail, on va très brièvement parler des variantes de ces processeurs plus bas de gamme qui a existé. Tout d'abord pour le Sempron, il y a eu 9 autres CPU, alors avec des fréquences de 1.8 et 1.6 GHz pour certains, et au sein de ces variantes même, il y avait des variantes basse consommation, c'est-à-dire pas des processeurs qui étaient annoncés à 62 watts, mais des processeurs annoncés à 35 watts. Concernant les prix, j'ai pas pu trouver de prix exact pour le moins puissant, donc le Sempron 2800+, mais j'ai pu trouver un prix de lancement pour le 3000+, donc la version juste au-dessus, qui était de 77 $. Donc pour les Sempron, ça veut dire que en prix à l'époque, il y avait des processeurs qui variaient de 70 à 120 $. Ce qui est plutôt pas mal et ce qui valait le coup, parce que honnêtement un Sempron à 120 $, on le verra après avec les benchmarks, c'était pas top. Autant en acheter un pas cher parce que dans tous les cas les performances sont nulles. Concernant les Athlon 64 single core, là pour le coup il n'y a eu que 3 autres variantes, donc le plus puissant que j'ai testé est à 2.4 GHz, il y a une variante à 2.2 GHz, 2 GHz et 1.8 GHz. Il n'y a pas eu de variante basse consommation comme pour les Sempron. Et en termes de prix, le moins cher que j'ai pu trouver, alors c'est pas un prix exact que j'ai trouvé, mais pour l'Athlon 64 le moins cher à l'époque, il était vendu autour de 130-140 $. Ce qui en fait un super investissement vu que c'est quelques dollars plus cher que le Sempron le plus puissant, et on le verra pour peut-être les mêmes performances. Et ce qui veut dire aussi que les Athlon 64 plus entrée de gamme seront beaucoup plus intéressants que le plus puissant, parce qu'en termes de prix on est à moins de la moitié,
alors qu'en termes de fréquence, on n'est pas à la moitié de la fréquence. Donc clairement, les processeurs entrée de gamme étaient beaucoup plus rentables que le plus haut de gamme. Et enfin, pour les Athlon 64X2, il y a eu 13 autres variantes de sortie, oui je ne déconne pas. Il y a eu des variantes à 2.4 GHz, 2.2 GHz et 2 GHz, donc oui même les Athlon 64X2, les moins puissants étaient quand même à 2 GHz, c'est fou. Et parmi tout ça, il y a même eu des variantes basse consommation, donc qui n'étaient pas annoncées à 89 watts mais à 65 watts. Et même il y a eu une variante qui était annoncée très basse consommation à 35 watts. Et concernant les prix de sortie de l'Athlon 64X2 le plus bas de gamme, c'est l'Athlon 64X2 3800+, et j'ai pu trouver un prix de sortie de 303$, ce qui veut dire qu'entre l'Athlon 64X2 le plus puissant à 2.6 GHz, il est presque à 700$, et le moins puissant à 2 GHz, donc c'est à dire que le plus puissant n'est que 30% plus rapide, il est vendu à 300$. Ça fait quand même x2 de prix, non ça fait même plus de x2 du prix pour seulement 30% de fréquence en plus. C'est pas top, hein, c'est pas top. Ah oui aussi, autre truc très important, dans ces processeurs-là, il y avait des variantes avec plus de cache que le plus haut de gamme. Voilà, c'est-à-dire que le mien, il a 512 kilooctets de cache L2 par cœur, il a existé des variantes avec 1 mégaoctet de cache L2 par cœur. Donc techniquement, l'Athlon 64X2 5000+ n'est pas le processeur avec le plus de cache sorti en mai. Bien après une énorme partie juste blabla sur architecture, caractéristiques de processeur et tout, on va enfin pouvoir passer au benchmark. Là du coup pour les benchmarks, j'ai le PC directement sur les genoux parce qu'il y a quand même beaucoup de chiffres. Alors pour ceux qui me connaissent, vous allez vous dire oui mais tu les as pas tout retenu de tête, hein, toutes les caractéristiques, spécificités, tout machin d'absolument tous tes processeurs et tous tes résultats. Alors je sais que je peux retenir énormément de trucs, hein, j'ai un problème avec ça, avec les chiffres, surtout pour les processeurs et les cartes graphiques, mais j'ai des limites quand même, hein, voilà. Donc oui, j'ai mes anti-sèches juste devant moi, elles sont là, vous les voyez pas à la cam, elles sont là. Voilà, je fais pas tout de tête, mais parce que là je suis juste obligé. Bien, alors on va tout d'abord commencer par un truc, aucun benchmark, c'est juste la consommation. Je vous avais dit tout à l'heure que la consommation n'était pas tout à fait vraie, j'ai fait des tests. Alors vu que j'ai pas moyen de regarder la consommation du CPU avec des logiciels, parce qu'il n'y a aucun logiciel qui arrive à voir la consommation, j'ai pris la consommation du système en entier à la prise électrique. Mais je vous rassure, j'ai quand même essayé de limiter les composants qui consomment, c'est-à-dire que j'ai juste mis une 750 Ti pour avoir une petite carte graphique, j'ai juste laissé le SSD de boot, j'ai débranché le disque dur, j'ai juste laissé le ventirad du CPU, et c'est tout, c'est-à-dire qu'il n'y a que ça qui consomme en dehors du CPU. Donc au repos, l'Athlon 64X2 5000+ a affiché une consommation du système total au repos de 59,5 watts en consommation single core. Le système était monté à 96 watts et en consommation multicore, il était monté à 112,5 watts. Et entre le repos et le multicore, la consommation avait monté de 53 watts. Pour rappel, la puce est annoncée à 89 watts. Pour l'Athlon 64, la consommation en pleine charge, du coup single core vu qu'il a qu'un seul cœur, était montée à 88 watts. Ce qui veut dire que sa conso entre repos et pleine charge était seulement de plus 29 watts. Pour rappel, il était annoncé autour de 62 watts de consommation. Et pour le Sympron, sa consommation en pleine charge était de 86 watts. Donc ce qui fait que le plus de consommation entre le repos et la pleine charge n'était que de 26 watts. Et pour rappel, cette puce était également annoncée à 60 watts. Donc déjà, on peut constater plusieurs trucs, c'est que au repos, le système avec le Sympron consommait plus que tout le reste, ce qui m'a vraiment étonné, surtout pour l'Athlon 64X2. Je pensais vraiment que lui au repos il allait pas être efficace du tout, mais non, c'est le Sympron qui avait le système qui consommait le plus. Et en pleine charge, on peut noter que entre le Sympron à 2 GHz et l'Athlon 64 à 2.4 GHz, la consommation ne monte que de même pas 8%, alors que quand même l'Athlon 64 est à une fréquence 20% supérieure. Pour l'Athlon 64X2, là on note un truc intéressant, c'est qu'il consomme beaucoup plus en single core que l'Athlon 64, alors qu'on le rappelle, sa différence de fréquence n'est que de 8%, mais lorsqu'il est en pleine charge, il a une consommation qui est assez cohérente. Maintenant, alors avant de passer au vrai benchmark, j'aimerais faire un petit benchmark que peu de youtubeurs font, parce qu'en soi ça apporte pas vraiment un résultat concret, mais c'est quand même un résultat avec des tests, enfin c'est quand même un test qui apporte des résultats assez intéressants je trouve, et qui peuvent expliquer certaines différences que l'on peut voir avec les tests
plus tard, c'est tout simplement tester la vitesse de la RAM et la vitesse du cache du processeur. Parce qu'on parle souvent en fait de la quantité de cache que possède un processeur, mais on parle rarement de la vitesse du cache du processeur. Et ça peut avoir son importance. Alors tout d'abord, commençons par la RAM. J'ai testé le même kit de RAM à la même fréquence sur les 3 processeurs, mais on peut noter des différences de vitesse. Donc on peut voir qu'entre les 3 processeurs, il y a un gain de fréquence au fur et à mesure qu'on monte en gamme. Je pense que ceci peut s'expliquer par le fait que les processeurs sont tellement peu puissants que chaque gain de fréquence en plus peut aider justement avec la vitesse de la RAM pour augmenter la bande passante. Par contre, c'est là où on commence à avoir nos premiers résultats intéressants, c'est sur la latence. La latence est de 70,5 nanosecondes sur le Sympron, elle est de 66,7 nanosecondes sur l'Athlon 64, mais elle est de 69,5 nanosecondes sur l'Athlon 64 X2. Donc on peut voir qu'entre l'Athlon 64 et l'Athlon 64 X2, il y a de la latence en plus, c'est-à-dire que du coup c'est plus lent. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que, vu que l'Athlon 64 X2 a 2 cœurs, il doit essayer de gérer ces 2 cœurs, et du coup, le fait que ce soit un multicœur, ça augmente légèrement la latence quand la RAM doit essayer d'accéder l'un à l'autre. Pour la bande passante, vu que c'est du brute force de calcul, le fait qu'il ait 2 cœurs, au contraire, ça doit aider, mais pour la latence, ça doit justement rajouter un petit peu de distance et de traitement pour les cœurs, et pour le contrôleur mémoire pour l'attribuer à ces cœurs, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a un gain de latence. Maintenant, parlons de la vitesse du cache de ces processeurs. Tout d'abord, le cache L1. Alors pour rappel, ces 3 processeurs ont la même quantité de cache L1, 128 kilo-octets, mais avec des vitesses vraiment différentes. Pour le Sympron, on a des vitesses de cache L1 qui sont autour de 32 gigaoctets par seconde, que ce soit en lecture, écriture, copie, ce qui est vraiment lent, surtout pour le cache le plus rapide d'un processeur. Pour l'Athlon 64, on est autour des 38,3 gigaoctets par seconde de vitesse de cache, que ce soit en lecture, écriture, copie. Alors, je viens de faire le calcul et en fait, ce 38 gigaoctets par seconde, enfin ce gain de vitesse de cache, en fait, est de pile 20%. C'est-à-dire que là, je pense que la fréquence du processeur, donc le 2.4 GHz, influence énormément sur la vitesse du cache, vu qu'il est cadencé 20% plus haut et il a un cache 20% plus rapide. Et pour l'Athlon 64 X2, alors là, on a des gains de malade, on a des vitesses de cache qui sont autour de 83 gigaoctets par seconde, que ce soit en lecture, écriture, copie. Et en vrai, j'ai refait le test plusieurs fois parce que ça me paraissait bizarre que le résultat soit si haut. Mais quand on fait le calcul, ça correspond pile au gain de fréquence et à la multiplication par 2 du fait que ce soit un dual core. Mais quand même, ça m'a étonné parce que le cache L1 est dépendant d'un seul cœur, c'est-à-dire c'est 128 kilo-octets par cœur. Mais ça donne quand même des résultats beaucoup plus rapides. Et pour la latence, 1,2 nanosecondes sur l'Athlon 64 X2, 1,3 nanosecondes sur l'Athlon 64 et 1,5 nanosecondes sur l'Athlon, sur le Sympron. Et pareil, cette différence de latence peut s'expliquer parce que c'est à peu près cohérent avec la différence de vitesse de fréquence du processeur. Maintenant, le cache L2. Alors là, pareil, il y a des résultats qui sont vraiment intéressants. Pour le Sympron, on est autour de 11.4 gigaoctets par seconde en lecture, 4 gigaoctets par seconde en écriture. Genre c'est plus lent d'écrire sur le cache L2 que sur la RAM, et 7,3 gigaoctets par seconde en copie. Pour l'Athlon 64, on est à 14,5 gigaoctets par seconde en lecture, 4,3 en écriture, donc ce qui est pas beaucoup plus, et 8,3 en copie, ce qui pareil n'est pas beaucoup plus, on n'est pas au plus 20%. Mais pour l'Athlon 64 X2, là on a des gains, donc on est à 29,3 gigaoctets par seconde en lecture, 7 gigaoctets par seconde en écriture, c'est quand même mieux mais ça reste pas rapide du tout, et 15,3 gigaoctets par seconde en copie. Et pour la latence, on est à 26,6 nanosecondes pour l'Athlon 64 X2, 25,9 nanosecondes pour l'Athlon 64 et 24,6 nanosecondes pour le Sympron. Donc là, plus on descend en gamme de processeurs et plus la latence du cache est rapide. Je comprends pas. Voilà, ça conclut cette partie qui était assez longue, hein, je suis désolé. Mais il n'y a pas de cache L3, voilà, donc pas de test de cache L3. C'est sûr que maintenant il y a du cache L3 sur le processeur. À l'époque, il n'y en avait pas. Et on va maintenant pouvoir passer au test, au réel test synthétique avec des vrais résultats de ces processeurs. Tout d'abord, j'ai vraiment voulu faire des vrais tests synthétiques en utilisant le AIDA 64 pour avoir les performances, vous savez, genre gigaflops, IOPS, calcul un peu brut. Alors, je vous affiche les résultats à l'écran. Pour les gigaflops en single précision, l'Athlon 64 a 9,5 gigaflops
Et l'Athlon 64 X2 a 20,7 gigaflops. Pour les gigaflops en double précision, 4,74 pour l'Athlon 64 et 10,36 pour l'Athlon 64 X2. Donc c'est les mêmes résultats que pour le single précision, mais divisé par 2 vu qu'on est en double précision. Pour les calculs en intégrale, donc les giga IOPS, en 32 bits, 3,92 pour l'Athlon 64 et 8,53 pour l'Athlon 64 X2. Et pareil pour toujours les giga IOPS, mais en 64 bits cette fois, 2,3 pour l'Athlon 64 et 5 giga IOPS pour l'Athlon 64 X2. Donc là, on voit bien la différence de fréquence, mais aussi le gain en multicore des processeurs. Maintenant, pour des calculs un petit peu d'encodage, la ES256, on est autour des 130 mégaoctets par seconde pour le Sympron, 156 mégaoctets par seconde pour l'Athlon 64 et 341 mégaoctets par seconde pour l'Athlon 64 X2. Et enfin, toujours pareil pour du calcul de cryptage, mais cette fois-ci en SHA-1, on est autour de 301 mégaoctets par seconde pour le Sympron, 360 mégaoctets par seconde pour l'Athlon 64 et 794 mégaoctets par seconde pour l'Athlon 64 X2. Donc là du coup pour ces tests là on voit bien, et c'est assez précis, la différence qu'il y a entre le gain de fréquence et le gain en multicœur. C'est à peu près linéaire tout du long. Maintenant j'ai fait à peu près tous les tests Cinebench qui existaient, donc Cinebench 2003, R11.5, R15, R15 Extreme, R20, R23. J'ai pas fait Cinebench 2024 parce qu'au moment où je tourne cette vidéo il est sorti il y a quelques jours. J'aurais été ravi de le faire, mais il faut au moins un processeur qui supporte la VX2. Et le problème c'est que la VX2 n'arrive qu'à partir des processeurs sortis autour de 2013-2014. Donc clairement Cinebench 2024 je ne le ferai pas avant un petit moment. Mais j'ai fait tous les autres. Je vous affiche les résultats à l'écran. Alors je vais vous les passer un peu vite pour certains, mais je vais m'attarder que sur 3 tests principaux. Tout d'abord Cinebench 2003 parce que c'est le plus vieux. Je me suis dit que ça pourrait être approprié de le faire. Pour le Sympron 3600+, on a un score de 269 points. Pour l'Athlon 64, on est à 326 en single core, bien sûr, hein, je précise. Et pour l'Athlon 64 X2 en single core, on est à 363 points. Et pour le multicore, on est à 672 points. Donc là, pareil, on voit bien le gain de fréquence et le gain de multicore. Pour Cinebench R15, alors, pour le Sympron, on a un résultat single core de 31 points. Pour l'Athlon 64, on a un résultat single core de 48 points. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a un gain qui est assez énorme. C'est-à-dire que l'Athlon 64 3800+ n'a que 20% de fréquence en plus, mais le résultat single core est 54% plus rapide. Et enfin pour l'Athlon 64 X2, 55 points en single core et 106 points en multicore. Donc là on peut voir aussi qu'en termes de performance multicore, le processeur arrive à bien scale le fait qu'il ait un deuxième cœur. On est presque à un bon x2, ce qui est toujours très intéressant à voir pour dire qu'AMD a bien géré, en tout cas pour ce coup-là, l'intégration du dual cœur. Et enfin pour Cinebench R23, on a un résultat single core pour le Sympron de 150 points, 229 points pour l'Athlon 64 et 269 points pour l'Athlon 64 X2 en single core et 503 points en multicore. Là du coup pour Cinebench R23, on retrouve l'énorme gap de différence entre l'Athlon et le Sympron, c'est-à-dire qu'on est pareil à un plus 50% en score single core alors que la fréquence n'est que 20% plus haute, mais on retrouve également une grande différence entre l'Athlon 64 X2 et l'Athlon 64, vu que pareil la fréquence n'est que 8% plus haute, passé de 2.4 à 2.6 GHz, mais le résultat single core est 17% plus élevé. Ce qui est assez intéressant, je trouve, et ça me paraît très bizarre, vu qu'ils ont techniquement la même architecture. Mon hypothèse, c'est que, vu que l'Athlon 64 X2 a 2 cœurs, lorsqu'il fait le test single core, on va dire que l'autre cœur peut s'occuper de tout ce que Windows a à en faire en fond, là où l'Athlon 64, lui, vu qu'il n'a qu'un seul cœur, lorsqu'il fait le test single core, il doit également s'occuper de ce que fait Windows en fond lorsqu'il est utilisé. Bien, ensuite après tout ça, j'ai fait des tests Geekbench pour avoir on va dire, des résultats un peu plus grand public, voilà, sur des tests un peu plus larges, un peu plus génériques. Alors j'ai fait Geekbench 3, 4 et 5 avec les résultats single cœur et multicœur. Alors pour les résultats, je vous les affiche à l'écran. Donc pour le Sympron, on est autour des 800 points en single core, et pour les Athlon 64, on est autour des 1000 points en multicore. Et là on peut noter un truc intéressant, c'est que le gain en fréquence est beaucoup plus linéaire. Et pour l'Athlon 64 X2, on est autour des 2000 points sur Geekbench 3 en multicore. Alors je vais vous donner quelques chiffres qui vont peut-être vous étonner, mais l'Athlon 64 X2 fait un score Geekbench 3 plus lent qu'un iPhone 5S. Voilà, et c'est là qu'on se rend compte à quel point ces processeurs sont vieux et pas puissants. C'est que même les Athlon 64 monocœur et Sympron
ont des résultats Geekbench 3 inférieurs à des iPhone 5. Pour Geekbench 4, on retrouve à peu près le même pattern de résultats, c'est-à-dire 1100 points pour le Sempron, 1200 pour l'Athlon 64 et 1300 pour l'Athlon 64 X2 en single core, et on monte à 2300 multicore. Donc là on peut voir que le scale du single core au multicore pour l'Athlon 64 X2 est pas si ouf comparé à Geekbench, c'est-à-dire qu'on est à moins de x2. Ouais, on est à x1,7. Pour Geekbench 5, on est autour de 200 points pour le Sempron, 240 pour l'Athlon 64, 270 pour l'Athlon 64 X2 en single core et 500 en multicore. Et enfin pour Geekbench 6, le dernier petit nouveau, 213 pour l'Athlon 64 X2 et 343 pour le multicore. Donc là on peut voir que pour Geekbench, on a 156 points pour le Sempron et 187 pour l'Athlon 64. On peut voir qu'en termes de fréquence, on est déjà plus cohérent, c'est-à-dire que le résultat est bien 20% supérieur comparé à Cinebench où là on avait un plus 50%. Ensuite j'ai fait quelques tests sur CPUZ parce que CPUZ a des benchmarks préintégrés, donc je vous affiche les résultats à l'écran. Résultats, en vrai je sais pas trop quoi en penser vu que CPUZ j'ai peu d'expérience par rapport à ça, mais on peut bien voir que le scale du multicore se fait assez bien sur l'Athlon 64 X2, que ce soit sur le test en version 17.01 ou 19.01. Ensuite, j'ai fait un test 7-zip pour la compression et la décompression. En compression, le Sempron tourne presque autour des 2 gigaoctets par seconde et l'Athlon 64 autour des 2.2 gigaoctets par seconde. Par contre, pour l'Athlon 64 X2, alors c'est du multicœur, on est à 3.7 gigaoctets par seconde. Ce qui montre bien que la fréquence ne se scale pas très bien parce qu'on est à moins de x2 par rapport à l'Athlon 64 à 2.4 GHz, alors qu'on est sur un Athlon 64 X2 avec 2 cœurs à 2.6. Pour la décompression, on est autour de 3 gigaoctets par seconde pour le Sempron, presque à 3.5 pour l'Athlon 64, et on est presque à 8 GHz pour l'Athlon 64 X2. Donc là, pour le coup, pour la décompression, le gain en fréquence et le gain en cœur a un bon impact. Ensuite, j'ai voulu faire quelques tests de rendu vidéo, voilà, pour voir qu'est-ce que donnaient ces processeurs en conversion de vidéo. Donc le test était simple. Convertir une vidéo 1080p 60 fps qui est en H264, donc premièrement la reconvertir en H264 en 60 fps en 12 mégabits en X264 je crois en vitesse fast il me semble, et après un deuxième test en conversion HEVC, donc c'est-à-dire en conversion H265. J'ai pas voulu faire la V1 parce que ça ne marche pas tout simplement. Alors pour le rendu en H264, le Sempron peut faire une vitesse de rendu de 1.2 fps, c'est long. Et en H265, il est à 0,27 fps. C'est encore plus long. Pour l'Athlon 64, on passe à 1,44 fps en H264 et 0,33 fps en H265. Donc là, on peut voir que le gain de fréquence donne des résultats linéaires. Pour l'Athlon 64 X2, pareil, on monte à 3.2 fps en H264 et 0,71 fps en H265. Donc là on peut voir que le gain en fréquence et le gain en cœur nous donnent des résultats cohérents et linéaires. Ensuite j'ai voulu faire un calcul de pi, voilà, donc c'est un des calculs qui peut exister pour tester un processeur, donc du coup j'ai utilisé SuperPy pour calculer SuperPy en 32M, voilà, pour calculer combien de temps le processeur allait trouver les décimales de pi. Pour le Sempron 3600 plus, nous avons un temps total de calcul de 36 minutes 50 secondes et 718 millièmes. Pour l'Athlon 64 3800 plus, nous avons un temps de calcul de 30 minutes 33 secondes et 236 millièmes. Et pour l'Athlon 64 X2, alors ce résultat m'a vraiment étonné, nous avons un temps de calcul de 28 minutes 40 secondes et 754 millièmes. Donc on peut voir qu'entre le Sempron et l'Athlon, on a bien un gain de 20%, voire même plus, donc on passe de 36 minutes à 30 minutes. Par contre, pour de l'Athlon 64 à l'Athlon 64 X2, on a un gain qui correspond au gain de fréquence. Alors que l'Athlon 64 X2, quand j'avais vérifié, les 2 cœurs étaient bien utilisés. Ensuite, les résultats Blender. Alors, j'ai voulu voir qu'est-ce que donnaient ces processeurs sur Blender. Ça n'était que de courte durée vu que le test ne s'est lancé que sur l'Athlon 64 X2 et ne s'est absolument pas lancé sur les single core. Donc ça ira vite. Blender avec l'Athlon 64 X2, sur la scène Monster, le processeur fait 3,08 samples par minute. Sur JunkShop, le processeur fait 0,27 samples par minute et sur Classroom, le processeur ne fait que 1,33 samples par minute. Ensuite, j'ai voulu faire PovRay. Alors PovRay, c'est un logiciel pour faire du calcul de ray tracing et voir en fait
combien de pixels par seconde le processeur arrive à tracer. Donc en single core, le Sempron arrive à faire autour des 81 pixels par seconde, l'Athlon 64 100 pixels par seconde et l'Athlon 64X2 112 pixels par seconde en single core et 221 pixels par seconde en dual core. Donc là pareil, on voit bien le gain en fréquence, le gain en cœur. Ensuite, j'ai voulu faire les tests 3D Mark, donc les benchmarks 3D Mark, et juste noter en fait les résultats CPU, parce que 3D Mark, quand vous faites un test, vous avez généralement un résultat CPU, un résultat graphique, un résultat total, et parfois vous avez même un résultat combiné, c'est-à-dire une scène qui va à la fois faire bosser le CPU à 100% et la graphique en 100%. Donc là pour ces tests-là, j'ai uniquement noté le résultat CPU. Je tiens à dire aussi, le test ne s'est jamais lancé, aucun des benchmarks ne s'est lancé sur le Sempron. J'ai pu que avoir des résultats pour l'Athlon 64 et l'Athlon 64X2, et même pour ces processeurs-là, ça a été la croix et la bannière pour arriver à les lancer. En fait, 3D Mark mettait environ 20 minutes au début juste à avoir le petit trou qui tournait, collecte système information. C'était vraiment long et chiant, lancer les tests était vraiment affreux, mais j'ai quand même réussi à avoir des résultats pour certains d'entre eux. Par contre, je n'ai pas pu avoir tous les tests, c'est-à-dire que j'ai pu faire Ice Storm Unlimited, Ice Storm Extreme, Cloudgate, Skydiver et Firestrike. J'ai pas pu faire TimeSpy, ça voulait pas le lancer, il disait que la carte graphique n'était pas compatible, alors que j'avais une 1070 Ti, quand même, donc c'est pas rien comme carte graphique, qui est compatible DirectX 12 sans aucun souci. Mais avec ces processeurs là, ça voulait pas le lancer. Donc pareil, je pouvais pas lancer TimeSpy ni le test CPU Profile qu'a intégré 3D Mark il n'y a pas si longtemps que ça. Mais j'ai bien vérifié que c'était pas ma carte graphique le problème, parce que quand j'ai testé avec du coup la plateforme Intel que j'ai mis à l'instant pour commencer à faire mes tests, j'ai pu lancer TimeSpy et CPU Profile avec la même carte graphique. Donc ça montre bien que c'était une limitation CPU. Alors pour les résultats, je vous les affiche vite fait à l'écran. Pour Ice Storm, pour l'Athlon 64, on est autour des 6000, 6500 et 5900 points. Pour l'Athlon 64X2, on tourne autour de 13600, 14200 et 13200 points pour résultat. Donc là, on voit bien qu'avoir un deuxième cœur aide énormément dans le test CPU. Pour Cloudgate, on est autour des 500 points pour l'Athlon 64 et 1100 points pour le 64X2. Donc pareil, on peut voir le gain en fréquence et le gain en multicœur. Pour Skydiver, on est autour de 900 points et 1600 points. Donc là, pour le coup, on voit moins la différence en fréquence et en cœur, parce que l'Athlon 64X2, pour rappel, a 8% de fréquence en plus, et c'est un dual cœur. Donc techniquement, on devrait avoir des résultats qui sont x 2,16 par rapport à l'Athlon 64 monocœur. Mais là, on n'y est pas du tout. Hein. Voilà, on est plus autour de 77% de résultats en plus, alors qu'on a un gain de fréquence et un cœur en plus. Et enfin, pour Firestrike, là, on trouve des résultats plus cohérents. 600 points pour l'Athlon 64 et 1600 pour l'Athlon 64X2. Donc là, même je crois que c'est plus que x 2,16. Ah ouais, on est à x 2,66. Donc là, il y a vraiment un bon gain à avoir un deuxième cœur. Ensuite, alors je vous promets, on est bientôt sur la fin. J'ai voulu faire un test sur Premiere Pro. Voilà, pour faire un pré-rendu de séquence. Alors sur Premiere Pro, je ne sais pas si vous le savez, mais lorsque vous mettez une vidéo dans la timeline, vous pouvez faire un pré-rendu de cette vidéo pour que lorsque vous faites le montage, en fait, la lecture de la vidéo pendant que vous montez ou faites des cuts soit plus rapide et plus fluide, vu que la vidéo est déjà rendue. Alors, je n'ai pas pu lancer le test sur le Sempron, c'est-à-dire Premiere Pro ne voulait pas se lancer sur le Sempron, il s'est uniquement lancé sur l'Athlon 64 et l'Athlon 64X2. Sur l'Athlon 64, on avait une vitesse de pré-rendu de 7,56 fps, en vrai c'est assez élevé, je ne m'attendais pas à un résultat comme ça. Et sur l'Athlon 64X2, on avait une vitesse de pré-rendu de 15,4 fps. Pareil, je ne m'attendais pas à un résultat aussi rapide. Et enfin, nous sommes sur les derniers tests, je vous rassure, les tests de navigateur internet. Voilà, ça peut paraître con, mais certains processeurs, en fonction de leur architecture, peuvent avoir des vitesses différentes sur un navigateur internet. Et je vous garantis, j'ai fait des tests avec un corps de duo il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a vraiment une différence avec les architectures, je vous confirme. Alors, j'ai fait Octane, Speedometer 2.0, WebXPR T3, WebXPR T4 et Jetstream 2. Alors pour Octane, du coup à chaque fois maintenant je vais enchaîner les résultats. Sempron, Athlon 64, Athlon 64X2. Donc pour Octane, on est autour de 5800 points, 7500 points, presque 7600 et 9000 points pour l'Athlon 64X2. Donc on peut voir les gains en fréquence qui sont même quand même assez vénères à chaque fois. Le gain
très léger du multicœur sur Octane avec l'Athlon 64X2. Pour speedometer, on est à 23, 30 et 35. Donc là du coup, entre le Sympron et l'Athlon 64, il y a un énorme gain en score qui devient plus linéaire de l'Athlon 64 au X2. Pour WebXP RT3, on est à 39, 47, 71. Donc là pour le coup, on voit une différence entre single core et dual core, parce que du coup le résultat de l'Athlon 64 X2 est bien supérieur au reste. Et pour WebXP RT4, on est à 27, 33 et 46. Donc là pareil, il y a un gain avec le dual core, mais qui est pas si élevé que ça. Et enfin Jetstream 2, on est à 24,8 pour le Sympron, 29,9 pour l'Athlon 64, gain en fréquence qui se voit, et on passe à 37,7 pour l'Athlon 64X2. Donc là c'est un peu mitigé parce que le résultat est quand même 26% supérieur, ce qui est bien, mais pas ouf, c'est-à-dire que il y a le gain en fréquence qui rentre en jeu, mais la gestion du multicore, pas top, pas top. Bien, maintenant passons au benchmark de jeu. Entre temps, j'en ai profité pour aller me faire une petite pause Monster parce qu'il me fallait un petit peu de jus pour continuer. Alors, pour les jeux, j'ai testé 39 jeux. Oui, c'est beaucoup, mais je vous rassure, ça va aller beaucoup plus vite que le passage d'avant pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a énormément de jeux que les processeurs single core n'ont même pas pu lancer. Et même parmi les jeux que l'Athlon 64X2 lui a pu lancer, on va dire que les résultats sont pas très intéressants parce que le processeur est vraiment mauvais. Donc ça ira beaucoup plus vite. Je vais plus m'attarder sur les premiers jeux que j'ai testés parce que eux ont des résultats qui sont un peu intéressants. Alors commençons tout ça avec le seul, l'unique Crysis 1. Est-ce que ces processeurs peuvent faire tourner Crysis? La réponse est oui, étonnamment. Alors, c'est pas le jeu le plus vieux que j'ai testé, mais je commence par celui-là parce que c'est quand même le plus iconique. Et parce qu'il y a des résultats intéressants. Alors, à chaque fois, lorsque j'ai fait le test sur les jeux, j'ai testé le jeu en 1080p avec les graphismes au minimum, et j'ai également testé le jeu en 1080p avec les graphismes au maximum, pour voir si en montant les graphismes, est-ce qu'il y a une différence sur les FPS? Réponse, oui. Et j'ai testé tous mes jeux avec une GTX 1070 Ti. Alors vous allez me dire, c'est pas la carte graphique la plus puissante, certes, mais les processeurs que je teste sont tellement mauvais que je pense que cette carte me restera suffisante pour ne pas bottlenecker mes CPU jusqu'à au moins 2010. Alors sur Crysis 1, Crysis 1 est équipé d'un système de benchmark et à chaque fois, donc en tout j'ai fait 4 benchmarks, 1080p minimum sur le test GPU, 1080p maximum sur le test GPU et pareil maximum minimum sur le test CPU. Avec les graphismes au minimum, le Sympron a affiché un score moyen de 28 images par seconde et un résultat minimum de 17,8 images par seconde. L'Athlon 64 a affiché en moyenne 35,9 fps pour 23,9 fps au minimum et l'Athlon 64X2 a affiché un score de 36,3 fps en moyenne et 23,3 fps en moyenne. Ce qui veut dire que l'Athlon 64 a quasiment les mêmes perfs que l'Athlon 64X2. Deux hypothèses, soit le jeu est extrêmement dépendant du single core, soit l'implémentation du multicore n'est pas si bénéfique que ça pour du gaming. Voici maintenant le test CPU. 32 fps en moyenne pour le Sympron avec 2 fps au minimum, donc là du coup ça veut dire que certes le jeu tournait en moyenne à 30 fps mais qu'il y avait beaucoup de lag spike. Pour l'Athlon 64, 40,3 fps en moyenne pour 20,8 fps au minimum, et pour l'Athlon 64X2, 39,1 fps en moyenne pour 15,1 fps au minimum. Donc là pour le coup, certes il n'y a que 1 fps de moyenne de moins, mais les fps minimum sont passés de 20 à 15, ce qui est quand même pas rien. Donc là ça montre que sur ce jeu en tout cas, Crysis 1 à l'époque était beaucoup plus optimisé pour les processeurs single core que pour les multicore, parce que là le résultat est littéralement moins bon. Mais ce tableau n'est disponible que lorsqu'on est avec les graphismes au minimum. J'ai refait les tests avec les graphismes au maximum, et là les résultats sont vraiment différents. Donc là on passe de 14 fps à 23, ce qui est énorme, c'est presque le double, et par contre les FPS minimum sont passés de 5 à 18, donc ce qui veut dire que le jeu laguait beaucoup moins, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup moins de stutter, de lag spike et d'images qui se frisaient. Et pour le test CPU, donc le test qui était très favorable à l'Athlon single core avant, donc le score moyen est quasiment 2 fois plus élevé, mais on est quand même dans un territoire qui est pas très jouable, et le score minimum alors a bien chuté comparé à avant, mais quand même vachement au-dessus de l'Athlon 64, c'est-à-dire que l'Athlon 64 normal, il y avait des moments où le jeu était complètement arrêté parce que 0,7 fps, c'est-à-dire que l'image a mis plus d'une seconde à se charger. Là où pour l'Athlon 64X2, 7,8 fps en moyenne, c'est quand même un lag spike, mais c'est pas le jeu qui se freeze. Voilà, donc pour Crysis, on peut voir que selon les tests, c'est l'Athlon 64 qui mène la danse, comparé à l'Athlon 64X2. Mais dès qu'on monte les graphismes et qu'on charge beaucoup plus le processeur,
Là, l'implémentation du multicore a quand même un avantage non négligeable. Ensuite, bon, du coup, on va revenir un peu plus en arrière sur les années avec des jeux un petit peu plus vieux, notamment Company of Heroes 1, oui, parce que ce jeu possède un benchmark intégré. Et pourquoi Company of Heroes 1? Parce que j'avais beaucoup joué à Company of Heroes 2 avec des potes, on a même poncé le jeu. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas tester Company of Heroes 1. Spoiler, Company of Heroes 2 ne s'est jamais lancé sur ses processeurs. Nous avons, avec les graphismes au minimum, 51 fps en moyenne pour le Sympron pour 3 fps au minimum. Donc c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de lag spike même si le jeu paraissait fluide. L'Athlon 64 a un boost jusqu'à 77 fps en moyenne pour 6 fps au minimum. Donc là le jeu était plus fluide mais avec quand même des lag spikes importants, donc ça se sentait beaucoup. Et pour l'Athlon 64X2, 143 fps de moyenne pour 38 fps au minimum. Donc là, même les FPS minimum n'étaient pas si bas, mais le jeu est tellement haut en moyenne, 140 fps, je m'attendais vraiment pas à avoir un résultat aussi élevé, je vous avoue. Et ce qui montre bien que l'implémentation du multicore est fonctionnelle, parce qu'on passe de 77 à 143, oui c'est pas du x2, mais ça en est quand même très très proche. Et le gain en FPS minimum montre bien que le dual core joue un rôle important, vu qu'on passe de 6 fps en moyenne, enfin 6 fps au minimum, à presque 38. Donc on passe de gros lag spike qui se voit à ok, le jeu ralentit un peu mais ça va. Lorsqu'on passe les graphismes au maximum, alors le jeu avec les graphismes au maximum ne voulait pas se lancer sur l'Athlon 64, c'est-à-dire que avec l'Athlon 64 single core, le jeu ne voulait pas sauvegarder les graphismes au max, c'est-à-dire que je mettais au maximum, je faisais appliquer, il me demandait voulez-vous redémarrer? Oui, je redémarrais, et quand je redémarrais, les graphismes étaient revenus au minimum. Alors que j'ai pas eu ce problème avec le Sympron et l'Athlon 64X2. Va savoir pourquoi. Bref, du coup, je n'ai que deux valeurs. Pour le Sympron, 21 fps en moyenne au maximum, avec 11 fps au minimum. Donc là, les minimums sont plus élevés que lorsque les graphismes sont minimum. Ok. Et pour l'Athlon 64X2, on passe à un FPS moyen de 45. Donc là, il y a une énorme chute comparé au maximum. Et avec un minimum à 27.6. Donc là, pour le coup, le minimum n'a pas autant, pas de temps chuté que ça. C'est-à-dire que on est passé de 140-38 à 45-27. Donc on va dire que la range est plus courte. Donc même j'ai envie de dire que les lag spikes se voyaient moins vu qu'on avait moins de FPS en moyenne de base. Ensuite, autre jeu que j'ai voulu tester, à mon grand regret, c'est Call of Duty 4 Modern Warfare. Donc Call of Duty, le Call of sorti en 2007. Alors, les résultats sont très intéressants, mais comment dire, les FPS moyens, je vous les affiche à l'écran, donc nous avons, avec les graphismes minimum, 13 pour le Sympron, 25 pour l'Athlon 64 et 85 pour l'Athlon 64X2. C'est énorme. Par contre, il y a un petit souci, c'est qu'en fait, j'ai ces résultats que si je suis immobile. Voilà, quand je suis immobile, le jeu est fluide, et même lorsque je suis immobile, là j'ai mis des résultats plus bas, mais l'Athlon 64 et le Sympron ont des résultats bien au-dessus, on est plus autour des 30-40 FPS. Mais le truc, c'est que dès que je commence à bouger la souris, il y a des lags énormes qui se mettent, c'est-à-dire les trois processeurs, FPS minimum 1. Voilà, et voilà, c'est-à-dire que l'Athlon 64X2, FPS moyen 85, ressenti 30. Voilà, et les autres pareil, FPS moyen 26, ressenti 10. C'était abominable. Lorsqu'on passe les graphismes au maximum, le Sympron, ça ne voulait pas se lancer. Mais pour l'Athlon 64, on est tombé à 15 FPS de moyenne, et pour l'Athlon 64X2, on est tombé à 40, avec toujours les mêmes lag spikes affreux. Je ne sais pas comment les gens faisaient pour jouer avec ça à l'époque, peut-être que c'était différent avec les drivers et Windows Vista. Oui, parce que pour rappel, ces processeurs sont sortis à une époque où Windows Vista n'était pas encore sorti. Voilà, on est encore sur Windows XP. Ensuite, j'ai voulu tester aussi un AAA de l'époque, Assassin's Creed 1. Et j'avais les mêmes problèmes sur l'Athlon 64 single core et le Sympron que sur Call of Duty, c'est-à-dire un FPS moyen pas dégueu, mais des minimums qui étaient affreux, c'est-à-dire que des énormes lag spikes dès que je commençais à bouger, et 52 FPS moyens pour l'Athlon 64X2 avec des minimums à 26. Donc sur l'Athlon 64X2, c'était jouable, et même j'ai envie de dire, ça c'était quand j'étais dans la ville de départ, c'est là que j'ai fait le test, la première ville en sortant de la grotte, mais quand j'étais dans la grotte, donc le tout premier passage du jeu, sur l'Athlon 64X2, j'étais entre 80 et 120 FPS, avec des minimums peut-être à 60. Donc dans des espaces fermés, l'Athlon 64X2 c'était honnêtement une bonne expérience, c'est-à-dire que le jeu était vraiment fluide. Mais dès qu'on était dans des espaces très ouverts avec la ville, plein de PNJ, là de suite les FPS ont commencé à chuter, mais sans non plus devenir injouable, comparé à l'Athlon 64 et le Sympron. Et lorsque je mettais les graphismes au maximum, l'Athlon 64 tombait à 13 FPS, le Sympron ne s'est même pas lancé,
et l'Athlon 64X2 était tombé à 36 FPS. Voilà, donc Crysis, j'en ai parlé. Maintenant, Far Cry 2. Far Cry 2 qui est un Far Cry sorti en 2008 ou 2009, je sais plus, avec un benchmark intégré. Et oui, Far Cry 1 n'en avait pas, Far Cry 2 en a un, Far Cry 3 n'en a pas, Far Cry 4 n'en a pas, et les benchmarks ne sont revenus qu'à partir de Far Cry Primal. Donc Far Cry 2, qu'est-ce que ça donne? Avec le Sympron, avec les graphismes au minimum, 14 FPS en moyenne, 9 FPS minimum, l'Athlon 64, 19,5 FPS en moyenne pour 13,2 au minimum, et l'Athlon 64X2, 45 FPS en moyenne pour 31 FPS au minimum. Et là, pour le coup, pareil, le jeu paraissait fluide. Donc l'Athlon 64X2 pouvait faire tourner Far Cry 2. C'était pas du fluide, mais c'était 100% jouable sans trop s'inquiéter. Et pour un vieux Athlon 64 qu'on a gardé d'un PC qu'on n'a pas upgrade, bah Far Cry 2 était jouable. Par contre, sur les single core, compliqué. Ensuite, pour les graphismes au maximum, et là je tiens à noter que sur Far Cry 2, il y a l'option d'avoir le physics et une physique du jeu plus poussée. Donc là je me suis dit que ça allait peut-être beaucoup plus impacter les résultats CPU, et au final pas tant que ça, j'ai des résultats qui sont même moins impactés que d'autres jeux en passant les graphismes au maximum. Donc là pour le coup, Far Cry 2 est bien optimisé parce que avoir le jeu au minimum ou avoir le jeu au maximum a vraiment peu d'impact que ça sur le CPU. Donc ça veut dire qu'à l'époque en tout cas, le jeu devait être beaucoup limité par le GPU. Ensuite, Call of Duty World at War. C'est simple, le jeu ne s'est jamais lancé sur les single core, donc je n'ai que le résultat du dual core. 50 FPS en moyenne, 18 FPS au minimum, avec des minimums qui sont pas si bas que sur Modern Warfare, mais quand même, dès l'instant où on bouge, le jeu devient saccadé comme pas possible, donc pas jouable. GTA 4, pareil, il ne s'est lancé que sur l'Athlon 64X2, avec le jeu au minimum 25 FPS en moyenne, et avec le jeu au maximum 10 FPS en moyenne, donc pas jouable. Ensuite, Batman Arkham Asylum, qui est le premier Batman sorti. Lui, pour le coup, il a pu se lancer sur les single core et les résultats sont très intéressants. C'est un jeu qui tourne sur Unreal Engine 3 et le jeu est étonnamment bien optimisé. C'est-à-dire que sur les single core, on est à 40 et 45 FPS avec des minimums à 1 FPS. Et sur le dual core, on est à 84 FPS avec des minimums à 4 FPS. Et en mettant le jeu au maximum, les monocœurs sont à 24 et 29 FPS. Et le dual core est à 66 FPS, avec pareil toujours des minimums qui sont assez bas. Donc le jeu est fluide, mais quand même avec des lag spikes. Mafia 2, j'ai pu le lancer que sur les Athlon 64, pas sur le Sympron. Sur l'Athlon 64 single core, on a 18 FPS en moyenne pour 6 FPS au minimum. Et sur le dual core, nous avons 42 FPS en moyenne et 31 au minimum. Donc même constat que pour Far Cry 2, le jeu est plutôt bien optimisé, c'est-à-dire que c'est jouable, c'est pas des lags très importants. Par contre, dès qu'on passe le jeu au maximum, c'est plus la même. Déjà au maximum, le jeu ne s'est lancé que sur l'Athlon 64X2, enfin il arrivait à se lancer sur l'Athlon 64, mais dès que je lançais le benchmark, ça plantait, et sur l'Athlon 64X2, on avait un FPS moyen de 18 et un minimum de 14. Donc je comprends pourquoi ça s'est pas lancé sur le single core, c'est parce que le résultat entre minimum et maximum s'est effondré. Ensuite, j'ai testé Assassin's Creed 2, donc là à peu près le même résultat que pour Assassin's Creed 1, malgré le fait que le moteur de jeu ait changé. À différence près que ça ne s'est pas lancé sur le Sympron, mais sur l'Athlon 64 on est à 28 FPS en moyenne avec 1 FPS au minimum et 52 FPS en moyenne pour le 64X2 avec 10 FPS au minimum. Et lorsqu'on passe les graphismes au maximum, il n'y a quasiment pas de changement. Call of Duty Modern Warfare 2, même constat que pour World at War, c'est-à-dire un jeu qui est fluide lorsqu'on bouge pas, mais dès l'instant où on bouge, extrêmement saccadé. Metro 2033 qui ne s'est lancé que sur l'Athlon 64X2, les autres n'ont pas réussi à le lancer. Alors là j'ai fait beaucoup plus de tests parce que le jeu implémente DirectX 9, DirectX 10 et DirectX 11. Donc là j'ai lancé les trois. Fait intéressant sur le dual core, en DirectX 9 au minimum, le jeu est à 20 FPS en moyenne, mais en DirectX 10 et en DirectX 11, le jeu passe à 25 FPS en moyenne. Alors avec des minimums qui étaient à 4 FPS et qui sont montés à 5-6, donc pas tant d'écart que ça, mais le FPS moyen est quand même monté de 20-25%, juste en changeant la version de DirectX, en passant sur une version de DirectX plus récente. Et lorsqu'on met les graphismes au maximum, on a à peu près pareil, c'est-à-dire 14 FPS en moyenne sur DirectX 9, 19 avec DirectX 10 et 17 avec DirectX 11. Donc là pour le coup c'est DirectX 10 qui mène la danse. Ensuite, Just Cause 2. Alors, Just Cause 2, il a pu se lancer et le jeu était plutôt fluide sur l'Athlon 64X2 vu qu'on était à 40 FPS en moyenne avec les graphismes minimum et 19 FPS en moyenne avec les graphismes au maximum. Et sur l'Athlon 64 monocœur, 20 FPS en moyenne au minimum et 12 FPS en moyenne au maximum. Et étonnamment, sur l'Athlon 64X2, quand je l'ai testé, c'était un 40 FPS en moyenne, à peu près constant. Je n'ai vu quasiment aucun lag spike. Ce qui m'étonnait vu que le jeu est quand même sorti bien après, ça montre qu'il est bien optimisé. Ensuite, j'ai testé Call of Duty Black Ops 1, même constat que pour les autres Black Ops, assez fluide lorsqu'on bouge pas,
dès qu'on bouge, les résultats s'effondrent. Dirt 3, alors là par contre Dirt 3 j'étais vraiment déçu parce que il a pu se lancer sur l'Atlon 64X2, mais pas sur les autres. Et vraiment j'ai été déçu parce que les résultats avec l'Atlon 64X2 étaient vraiment surprenants. C'est-à-dire que en 1080p avec les graphismes au minimum, FPS moyen 84 FPS, FPS minimum 55 FPS. Dirt 3, jeu sorti en 2011, qui tourne aussi bien sur un dual-core de 2006, j'ai été choqué. Lorsqu'on passe les graphismes au maximum, il y a une baisse en FPS, on passe à 47 en moyenne et 34 au minimum. C'est quand même une sacrée baisse pour les FPS moyens, mais quand même lorsqu'on met le jeu au minimum, genre le jeu est fluide en fait, genre c'est jouable. Et c'est pour ça que j'étais vraiment déçu, parce que j'étais vraiment intrigué de voir qu'est-ce qu'allait donner les single core sur un jeu qui tourne aussi bien sur le dual core. Mais le jeu s'est pas lancé parce qu'en fait il met un message d'erreur, impossible de lancer le jeu parce qu'on n'a pas au minimum un Athlon 64X2. Tomb Raider, alors là des résultats intéressants. Tomb Raider, jeu sorti en 2013, qui est optimisé, mais du futur. Athlon 64X2 avec les graphismes au minimum, 90 FPS en moyenne pour 20 FPS au minimum. J'ai été choqué. Sur les processeurs single core, 43 FPS pour l'Athlon 64 pour 29 FPS au minimum et 30 FPS sur le Simpron avec 22 FPS au minimum. Un jeu sorti en 2013 qui peut tourner de manière à peu près décente sur un processeur single core bas de gamme de 2006. Franchement, j'étais sur le cul. Et fait intéressant, vous l'avez noté, le jeu est moins saccadé sur l'Athlon 64 que sur l'Athlon 64X2. Et même le Simpron a autant de saccades que l'Athlon 64X2. Pas compris. Et lorsqu'on met les graphismes au maximum, on tombe à seulement 28 FPS en moyenne pour le Simpron pour 16 FPS au minimum, 36 FPS pour l'Athlon 64 et 20 au minimum, et 78 FPS en moyenne pour l'Athlon 64X2 et 52 FPS au minimum. C'est-à-dire que sur l'Athlon 64, on peut avoir un bon 30 FPS, alors que c'est un single core qui date de 2006, même avec les graphismes au max, et pour l'Athlon 64X2, étonnamment les minimums sont vachement plus hauts, alors qu'on a monté les graphismes. Ce qui fait qu'avec un Athlon 64X2 de 2006, on peut faire tourner Tomb Raider de 2013 de manière fluide en 1080p au maximum. Alors, il faut une carte graphique bien sûr pour faire tourner ça, mais niveau CPU, en tout cas, le jeu est vraiment pas très gourmand. CSGO, alors j'avais beaucoup d'espoir pour CSGO, mais CSGO ne tourne vraiment pas bien sur ses processeurs, c'est-à-dire que sur le Simpron, on est à 9 FPS pour 1 au minimum, sur l'Athlon 64, on est à 10 FPS pour 1 au minimum, et sur l'Athlon 64X2, on est à 23 FPS en moyenne pour 9 au minimum. J'avais beaucoup d'espoir pour CSGO, parce que normalement CSGO est un jeu qui est assez léger, mais là il tourne vraiment pas bien, genre Tomb Raider tourne mieux que CSGO. Pas compris. J'ai pu lancer War Thunder, mais que avec les graphismes au minimum, avec un test CPU, donc c'est le test bataille de chars CPU. Le jeu tournait entre 11 et 13 FPS, qu'on soit au max ou au minimum, avec peu de lag spike, c'est-à-dire que c'était un 10 FPS constant, et avec un test benchmark d'avion, là on était plus autour des 38 FPS en moyenne, avec les graphismes au minimum, avec 25 FPS au minimum, et 27 FPS moyen avec les graphismes au max, avec des chutes à 19. Donc pas très jouable, mais quand même mieux que ce que je pensais. Et ensuite, j'ai pu tester Overwatch 2. Oui, parce qu'Overwatch 2, alors je sais que le jeu attire beaucoup la haine en ce moment, mais j'avais très envie de le tester parce que je sais que le jeu est assez bien optimisé. Et j'avais raison, puisque en mettant les graphismes au minimum, le jeu tourne à 27 FPS en moyenne pour 10 FPS au minimum. Pour un jeu sorti il y a un an, enfin plutôt il y a pas mal d'années, Overwatch 1, parce que c'est le même moteur, hein, qu'on se le dise, bah, le jeu tourne assez bien. Alors c'est pas fluide, mais c'est pas non plus mauvais pour un processeur si vieux. Voilà, ensuite j'ai testé quelques autres jeux. Je vous affiche les résultats vite fait à l'écran sans rentrer dans les détails. Bien, avec tout ceci, on a fini enfin cette vidéo benchmark. Alors, on a juste fini benchmark, mais là, je vais un petit peu plus parler
de mon expérience en utilisant le PC. Je m'excuse d'avance pour la durée de la vidéo. Là, je viens de calculer, je crois que la vidéo, si juste je prenais les rushs bruts et que je l'uploadais sur YouTube, on serait à peut-être 1h30 de vidéo. Hein. Je m'attendais pas du tout à faire une vidéo si longue, hein, je vous le dis, mais je pense que je vais cutter beaucoup de trucs au montage ou alors juste résumer des trucs juste en affichant les graphiques sans discuter par-dessus. Que dire de ces CPU? Alors, je suis désolé si j'ai pas testé vos jeux favoris, n'hésitez pas à mettre dans la description s'il y a des jeux que vous aimeriez que je teste. Mais en fait, on va dire qu'arrivé à partir de 2015-2016, j'ai constaté une limite où juste les processeurs ne voulaient plus lancer de jeu. Bien, maintenant c'est l'heure de donner mon avis sur cette plateforme AM2. Qu'est-ce que j'ai pensé en utilisant ces processeurs, enfin du coup, qu'est-ce que ces processeurs donnent pour une utilisation en 2023 sur Windows 10 avec un SSD avec 4 Go de RAM. Déjà, l'Athlon 64X2, c'était pas mauvais à utiliser. C'est-à-dire que le PC, vous avez pu le voir avec les tests Cinebench R15, donnait un peu plus de 100 points sur Cinebench R15. C'est pas non plus dégueu pour un PC d'aujourd'hui. C'est pas rapide, mais c'est pas non plus lent. Et ce qui fait qu'à l'utilisation, bah en soi ça allait. On sentait que le PC était vieux, c'est-à-dire qu'il y avait des lenteurs même avec un SSD. Mais en soi, on arrivait quand même à nos fins sans trop attendre, sans trop galérer ou autre. Donc l'expérience avec l'Athlon 64X2 était vraiment plutôt bonne en soi. Je dirais pas que c'était un PC rapide, mais je dirais en tout cas que voilà, j'ai pas rencontré trop de problèmes. Et l'avantage de l'Athlon 64X2 comparé aux autres processeurs, c'est que lui, il arrive à faire des trucs. C'est-à-dire qu'il a réussi à lancer le test de Blender. L'Athlon 64X2 comparé au Sempron, il a réussi à lancer 3D Mark, donc les différents tests, et il arrivait à lancer plein d'autres jeux que les processeurs single core juste ne pouvaient. Maintenant, mon expérience de l'Athlon 64 3800+ et du Sempron 3600+, alors ce sont des single core qui sont vieux, l'expérience était affreuse. Là pour le coup, on sentait que le PC était vieux et était lent. Mais vraiment, quand je dis qu'il était vieux et lent, c'est-à-dire que honnêtement, même si j'avais mis un disque dur, c'est-à-dire j'avais pas installé le PC sur un SSD mais sur un disque dur, je pense pas que j'aurais vu de différence en fait. Parce que c'était juste le processeur qui n'est pas assez puissant pour tenir la charge. Et même, j'ai envie de dire, pour tous mes tests de jeu, j'utilisais Steam la plupart du temps, parce que c'est là où j'ai la plupart des jeux. Juste lancer Steam, c'était une épreuve. C'est-à-dire qu'avec le Sempron, pour lancer Steam, il fallait bien que j'attende entre 5 et 10 minutes pour qu'il lance Steam, qu'il charge toute la page web pour que je puisse enfin avoir accès à la bibliothèque. Je suis dégoûté parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était l'an dernier ou en début d'année, il existait un moyen pour avoir un Steam Lite, c'est-à-dire qu'on rajoutait une petite commande en fait dans le raccourci Steam pour lancer Steam en fait, mais sans charger le navigateur web et en mettant l'interface de la bibliothèque en tout petit. Je suis vraiment deg parce que j'aurais vraiment aimé pouvoir faire ça parce que ça m'aurait évité plein de problèmes parce que du coup ça aurait été infiniment plus rapide à charger Steam et plus agréable parce que honnêtement sur l'Athlon 64 et sur le Sempron, lancer Steam c'était long, mais lancer un jeu depuis Steam, parfois c'était impossible, c'est-à-dire que juste cliquer sur le jeu, c'est-à-dire que déjà il fallait du temps pour ouvrir Steam, il fallait du temps pour accéder à la bibliothèque. Une fois que tu étais sur la bibliothèque, il fallait scroll pour trouver le jeu, le simple fait de scroll ça prenait du temps. Et une fois que tu cliquais sur le jeu, ça t'affichait la page du jeu, et là ça devait charger les trucs de la communauté. Et du coup, il fallait encore attendre qu'il ait fini de charger ça pour cliquer sur jouer. Parce que si tu cliques sur jouer à ce moment-là, Steam plante. Voilà, il n'y a pas d'entre-deux, Steam ne répond pas. Ce qui fait que parfois, je ne rigole même pas, c'était plus rapide de ouvrir Steam, attendre que Steam s'est bien chargé, fermer Steam pour qu'il soit du coup que dans la barre des tâches, pas le réduire, enfin plutôt le fermer pour qu'il soit que dans l'icône de notification, pour dire que Steam tourne mais qu'il n'est pas actif, et d'aller chercher les fichiers du jeu sur le disque dur, et d'aller directement lancer l'exé du jeu à ce moment depuis ici pour que le jeu puisse se lancer plus vite. Parce que le lancer d'ici, mais j'ai juste à fouiller dans les fichiers, lancer l'exé et puis voilà. Alors que si je devais le lancer depuis Steam, cliquer sur le jeu, attendre que la page du jeu charge, cliquer sur jouer, attendre que Steam comprenne que j'ai cliqué sur jouer, et une fois qu'il me l'a passé en bleu en disant genre arrêter ou annuler, ça veut dire que le jeu est techniquement en train de tourner, et à ce moment-là il faut que je ferme Steam, parce qu'en fermant Steam ça libère de la ressource CPU pour lancer le jeu. Lancer Steam c'est une épreuve, genre je veux dire à partir de ce moment-là le PC n'est plus utilisable en fait, genre à un moment faut arrêter. Ah putain, ah quel enfer. Ah oui, et puis aussi sur la fin, c'était cette semaine, hein, j'avais fini tous les benchmarks que je devais faire, et je devais juste encore tester la consommation, c'est à dire que en fait je devais éteindre le PC, débrancher le disque dur, juste laisser le SSD, enlever la 1070 Ti pour mettre une 750 Ti, et je précise bien que techniquement mettre une 750 Ti ça ne pose pas de problème, parce que la 750 Ti est sous l'architecture Maxwell comparé aux autres 700 qui est sous l'architecture Kepler, donc la 750 Ti possède les mêmes drivers qu'à la 1070 Ti. Donc ça ne devrait pas poser de soucis. Et en fait, en faisant ça, l'installation Windows s'est nucléarisée. C'est-à-dire que Windows ne voulait plus démarrer. J'ai dû réinstaller Windows
juste pour faire les derniers tests de consommation. J'avais la haine, je vous explique même pas à quel point. Mais ça pour le coup c'est plus lié à la plateforme qui est vieille, avec la carte mère qui prend plus ou moins bien en compte les systèmes récents, et vu que c'est une vieille carte mère elle est un peu usée donc des fois ça a un petit peu du mal. Mais ouais, donc que dire de l'expérience, les processeurs single core c'était affreux à tester, mais c'était vraiment long et chiant. Le test d'exportation vidéo, vous savez en H264, H265, j'ai fait ça sur une vidéo de 5 minutes, j'aurais pas dû. Parce qu'une vidéo de 5 minutes sur le Simpron qui s'exporte à 0,27 fps, ça a pris je crois 16 ou 18 heures à se faire. Je l'avais lancé un soir, ça s'est fini le lendemain après-midi en fait. Voilà, c'est-à-dire que ça a pris un petit peu de temps. Aussi, autre fait intéressant sur mon expérience, que là j'ai noté un truc très bizarre entre les Athlon et le Simpron, c'est qu'en termes de température, alors j'ai pas de ventirad officiellement compatible avec AM2, c'est-à-dire que là en fait le seul ventirad que j'ai c'est un Noctua NHU12S Chromax, on s'en bat les couilles de ça, qui est posé sur le processeur. Vous allez me dire, attends, il est juste posé, genre il est pas vissé, genre il est pas tenu, plaqué. Non, il est posé sur le processeur. Avec les Athlon 64, ça ne pose aucun souci. C'est-à-dire que les processeurs ne dépassent genre même pas les 50-55 degrés. Alors que le ventirad n'est même pas plaqué, parce que pour ceux qui ne sauraient pas, plus on plaque un ventirad, et plus le transfert thermique est efficace, parce que du coup, plus la pâte thermique est écrasée, et plus la pâte thermique est écrasée, plus l'écart qu'il y a entre le processeur, le ventirad, et du coup la distance de pâte thermique qu'il y a est fine, et plus la distance de pâte thermique est fine, plus le transfert thermique est rapide. Donc là, même avec le ventirad posé, les CPU ne dépassaient pas les 50-55 degrés. Donc très efficace à ce niveau-là, ce qui indiquerait vraiment le fait que ces processeurs consomment très peu, et on l'a vu avec les tests de consommation. Pour les single core, on est entre 25 et 30 watts, et même pour le multicore, on monte au max à 50 watts, et même à 50 watts, il chauffe pas tant que ça. Par contre, pour le Simpron, donc processeur qui ne monte que de 26 watts sa consommation lorsqu'il est en pleine charge, il chauffait de ouf. Mais genre, de ouf. C'est-à-dire que avec une pâte thermique standard et juste le ventirad posé, au début j'avais plein de crash et je ne comprenais pas pourquoi, j'avais vraiment peur que ce soit mon processeur qui soit défectueux. En fait non, c'est juste que le processeur montait à 95 degrés. Alors que c'est le Simpron, c'est celui qui consomme le moins, c'est celui qui chauffait le plus. Même en mettant de la Thermal Grizzly, en posant le ventirad, en mettant des trucs lourds sur le ventirad parce que je n'ai pas de fixation pour AM2, j'avais du mal à garder le processeur, on va dire, en dessous des 80-85 degrés. Hein. C'est-à-dire qu'il était en moyenne à... Je crois qu'il était autour de 75-80 degrés en pleine charge. Comparé aux autres qui consomment 2 fois plus, qui ne dépassaient pas les 55 degrés. Je pense que ceci peut venir du fait que peut-être que les Athlon, le die est soudé à l'IHS, ou alors la pâte thermique est très bonne, et peut-être que pour le Simpron, la pâte thermique entre le die et l'IHS est soit de moins bonne qualité, soit elle a séché avec le temps. Donc ce qui fait que la chaleur du die a du mal à se transférer à l'IHS, qui du coup lui-même transfère peu de chaleur au ventirad. Donc voilà, donc étonnamment c'est avec le Simpron que j'ai eu le plus de problèmes de température. Allez savoir pourquoi. Voilà, donc ça conclut cette vidéo après, alors pour moi du coup, plus d'1h30 de tournage. J'aimerais juste dire que les autres vidéos vont arriver beaucoup plus vite pour 2 raisons. De 1, je teste des processeurs rapides, c'est-à-dire que là les single core, je n'en testerai plus avant un moment. Je sais que Intel a sorti plus tard des Celeron 400 et quelques, ceux-là j'en testerai un. Je sais que plus tard AMD a ressorti des Athlon LE mais que j'ai vraiment pas envie de tester, mais plus tard des Simpron 140, 150 quelque chose, là aussi pareil j'en testerai un. Et je sais que plus tard Intel avait sorti un Celeron G quelque chose, G400 quelque chose, pareil c'est un single core mais 2 threads. Donc voilà, donc les pires processeurs que j'ai à tester sont passés et je n'ai plus à m'en soucier. Ça vraiment, je vous imaginez même pas à quel point ça m'enlève une épine du pied. Donc du coup les autres vidéos arriveront beaucoup plus vite. Deuxièmement, maintenant je sais quoi benchmark. Donc c'est plus rapide pour déjà installer les tests, lancer les tests et me dire qu'est-ce que je fais ensuite. Pareil pour les jeux vidéo. Les jeux sont déjà installés. C'est con parce qu'on m'a mis la fibre aujourd'hui. J'ai dû tout télécharger avant avec la VDSL. Bon, à la limite, c'était pas le plus long. Et puis aussi, autre truc qui rentre dans l'équation, j'ai retrouvé la motivation. Ça peut paraître con, mais au tout début, quand j'ai eu l'idée de faire cette série, j'étais vraiment motivé pour me dire ok, je vais vraiment tout tester. Ça va peut-être être long, ça va peut-être être dur, mais au moins j'aurai vraiment mon rêve, c'est-à-dire ma base de données à moi avec tous les tests, j'aurai les trucs chez moi, je pourrais vraiment bien comparer comme je veux. J'avais vraiment sous-estimé le fait que certains processeurs qui étaient vraiment lents, ça pouvait être vraiment compliqué à tester et ça pouvait juste peser parce que le fait en fait que ça met du temps et ça prolonge juste la durée pour rien. Mais là, maintenant, d'avoir une base de résultats, d'avoir 3 processeurs déjà testés, j'ai retrouvé la motivation parce que là du coup je suis en train de tester le Core de Duo E4300 et vraiment je suis motivé de ouf parce que je fais un test, je
Je regarde le résultat, je fais ok, où c'est que ça se compare par rapport aux autres? Je regarde, ok, donc dans ce test, il est en dessous de l'Atom 64X2, mais meilleur que l'Atom 64. Ok, alors pour ce test, putain, il atomise complètement tous les processeurs que j'ai testés avant, même l'Atom 64X2. Et pour ce test, il est même moins bon que l'Atom 64 single core. J'ai retrouvé la motivation parce que du coup, j'ai une base de référence. Et en ayant une base, bah du coup, en faisant des nouveaux tests, bah du coup, je peux comparer. Du coup, mentalement, je peux me dire, ah ok, donc il arrive ici, là, machin. Oh, ça pourra me donner une idée de qu'est-ce que ça donnera avec les autres processeurs plus tard. Et vraiment, je suis trop content. Genre, vraiment, là, ça y est, d'avoir fini le truc d'AMD qui m'a pris vraiment 2 mois et demi. Ça fait 2 mois et demi que je suis sur cette putain de plateforme. J'en ai plein mon cul. Il y en avait plus 3 processeurs lents à tester d'un coup. C'était vraiment pas l'idéal. Mais ça y est, maintenant que j'ai fini, j'ai trouvé la motivation. La prochaine vidéo arrivera beaucoup plus vite. Je vous garantis pas qu'elle arrivera de suite. Mais en tout cas, les tests vont se finir beaucoup plus vite. Et au moins, je vais pouvoir enchaîner beaucoup plus vite avec les tests d'après. Et comme ça, en fait, je vais pouvoir, limite de mon côté, commencer à prendre de l'avance sur les tests. Comme ça, dès que j'aurai du temps pour tourner des vidéos, on va dire que ça sera plus simple parce que je pourrai tourner les vidéos plus vite. Bref, après cette énorme vidéo, moi je vous dis déjà de liker si ça vous a plu, de vous abonner, de partager, de commenter. Et je vous dis à une prochaine. Allez, salut!